Pistonné le Mag, le rendez-vous des passionnés, des vrais passionnés de Formule 1, le rendez-vous du mercredi historique, bien sûr, de votre équipe préférée, de votre talk F1 préféré. Les amis, gros débat. On sort d'un Grand Prix du Canada. J'espère que vous êtes allés voir le débrief d'ailleurs. N'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce pour donner de la force à cette vidéo et à la chaîne First Team Sport. On sort du Canada. Il fallait absolument qu'on parle d'un pilote canadien. Brice, Germain, Hamza, Ramani ne sont pas ni québécois ni canadiens, mais des experts de la question de Lance Stroll. Je suis ravi de vous retrouver les gars pour cette nouvelle émission. On va quand même parler pour la première fois du parrain des pistolets. Hein. On a abandonné cette appellation et je suis un peu triste de ça. Non, parce que en fait, on l'avait prise pour Nikita Mazepin, puis c'était devenu moins hype de le faire. Ouais, le contexte international a fait qu'on a dû se raviser. Je sais pas si on nous regarde chez Aston Martin, mais je lance encore une fois un appel. Il faut savoir qu'on leur fait des demandes d'ITV. Pas mal d'écuries nous répondent. Oui, non. Et Aston nous a jamais répondu pour Lance Stroll. On veut absolument faire Lance Stroll. Donc voilà, s'il y a quelqu'un chez Aston qui nous regarde, qui apprécie l'émission... Au Castelli, ils nous avaient dit non. Ils n'avaient pas répondu. Aston n'avait pas répondu. Est-ce que tu as décidé d'afficher toutes les écuries qui répondent de celles qui répondent pas? Non, mais si jamais il y a des... On sait jamais s'il y a des gens qui nous regardent et qui aiment les pistonnets. Bien sûr. Voilà, on aimerait vraiment faire Lance Stroll dans les pistonnets, donc n'hésitez pas. Et pour le coup, ce serait pas qu'une interview burlesque. On a plein de questions à lui poser. Et on n'est pas des clowns. Non, je sais qu'on est pas des clowns. On comptait pas mettre la musique de Benny Hill derrière l'interview non plus, tu vois. Ça serait mieux, il faudrait éviter. Regardez le programme, les gars, qui nous attend dans cette émission. Lance Stroll peut-il être déshérité par son père? Le titre est un petit peu fort en soi. Est-ce que Lance Stroll, déjà, a convaincu après 6 saisons et demie en Formule 1? Est-ce qu'il peut coûter cher à Aston Martin en étant le maillon faible? Et surtout, peut-il être menacé à la fin de cette saison? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Et puis Margot viendra nous parler d'un sujet brûlant. C'est le sujet Honda en MotoGP. C'est le sujet aussi également Marc Marquez, qui était forfait, notamment du côté de l'Allemagne ce week-end. On a hâte de parler moto avec Margot. Ce sera en fin d'émission. On fonce tout de suite, les gars, sur le grand débat de cette semaine. Lance Stroll au cœur justement de la joute verbale. Quand on parle de Lance Stroll, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a ce que disent les gens de chez Aston Martin et il y a ce que nous retenons. Justement, on va essayer de commencer par faire le bilan pour sa 7e saison en Formule 1. Que retenir en tout cas du passage de Lance Stroll? Commençons déjà par l'avis de ceux qui le côtoient au jour le jour, par les employés de Lance Stroll. On va commencer notamment avec Mike Crack, le directeur sportif de Aston Martin, qui nous disait ceci: les gens sous-estiment trop Lance, ils pensent qu'il n'est ici que parce que son père est propriétaire de l'équipe et l'a mis dans la voiture. Il est important de se rappeler que Lance n'a jamais vraiment eu de voiture compétitive en F1. Une voiture dans laquelle il peut montrer de quoi il est capable, dans laquelle il peut mettre à profit son talent. Fernando Alonso, on est toujours en début de saison, qui nous disait ceci aussi également à propos de son coéquipier. Avec Lance, l'équipe a un jeune pilote très talentueux avec la possibilité de devenir champion du monde. Le voir y parvenir et y avoir contribué, que je sois au volant ou non, serait tout à fait spécial pour moi. L'exercice de com absolument extraordinaire. Le vrai bilan tiré par les pistonnés des 6 saisons et demie passées par Lance Stroll en Formule 1. 130 Grands Prix disputés depuis Australie 2017, une pole, 0 victoire, 3 podiums, 24 abandons, on est à peu près à 18% de ratio d'abandon en tout cas en carrière, et c'est 33 points de moyenne par saison. L'impression, on a parlé de la stat, parlons de l'impression. Elle est quand même mitigée. Il y a l'incarnation parfaite du pistonné. Ça pourrait nous permettre de l'aimer peut-être un petit peu plus. Du fils, bien sûr, du proprio de l'écurie. Il y a ce pilotage agressif, une certaine nonchalance qui forcément ne l'aide pas. Et puis, il y a aussi également un autre bilan comptable, le fait qu'il ait été systématiquement battu par ses coéquipiers, sauf en 2018 lorsque Sirotkin était à côté de lui dans une Williams qui était en fond de grille. Mais sinon, il a été battu par Massa, il a été battu 2 fois par Perez, 2 fois par Vettel. Et il devrait être battu notamment par Fernando Alonso, qui compte déjà 3 fois plus de points que lui cette saison. C'est quoi le bilan de Lance Stroll au bout de 6 saisons et demie, les gars? Qu'est-ce qu'il vaut réellement? Est-ce qu'on en a une idée claire maintenant? Ce qui est dingue, c'est que c'est un mec qui se positionne exactement au milieu de ce que ses détracteurs disent et de ce que son équipe dit. Ses détracteurs ne font que dire que c'est un pistonné qui n'a absolument aucun talent et qui est là uniquement par la présence financière de son père. Et dans l'équipe, c'est World Champion Material. Moi, je pense que c'est un bon pilote qui est meilleur que ce qu'on veut bien le laisser entendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a les capacités d'aller jouer un titre mondial et surtout en fait, de représenter les intérêts d'Aston Martin sur la progression de l'équipe? Ça, j'en suis moins sûr. Quand l'équipe végétait, la performance de Lance Stroll n'était
pas importante. Et le fait qu'on mette un grand nom à côté de lui, c'était pour développer l'équipe et que l'équipe arrive à progresser. C'est Sébastien Vettel notamment. Maintenant que l'équipe a cette voiture-là, c'est quand même compliqué pour lui de ne pas attirer les foudres des observateurs, puisqu'on la voit la voiture. On la voit la voiture verte, elle est devant, mais toujours la même. Il n'y a jamais Lance Stroll, alors à Barcelone, effectivement, mais ça jouait pas de manière circonstancielle. les accessites, ça jouait pas les podiums et de manière très Et circonstancielle. puis Barcelone, à la régulière, Alonso, il le passe. Complètement. Il le passe. Donc, que tirer comme bilan de Lance Stroll sur 6 saisons et demie? Effectivement, tu l'as dit, il a battu que Sirotkin, qui était un rookie, qui est resté une saison et qui a rien prouvé. En face de lui, certes, après, il faut quand même se dire que les coéquipiers, c'est comme Ocon, il a quand même pas eu des chèvres. Il a eu un quadruple champion du monde, un double champion du monde. Il a eu Pérez, qui est quand même une référence, même si il a du mal. Et Massa qui est en roue libre un peu. est quand même, un à l'époque, vice-champion du monde, Oui. quand même, qui sort d'années avec Bottas, où il jouait parfois des podiums, voire la victoire sur certains Grands Prix. Je pense à l'Autriche en 2015 ou à Silverstone. Il y a longtemps. Oui, C'est un peu comme si tu disais Raikkonen sur la fin de carrière. Mais voilà, Bonjour, mais fin de carrière. Mais après, c'était les premières années de Stroll et il y avait C'est vrai. Non, c'est une vrai. intelligence de course à aller développer. T'as raison. Je pense que Stroll, aujourd'hui, n'a pas vraiment, malheureusement, évolué dans le talent. Il ne performe pas davantage. Par contre, il est certainement plus régulier et plus mature sur la gestion de course. Il a dû apprendre d'un Massa, il a dû apprendre d'un Pérez et il a dû apprendre surtout d'un Sébastien Vettel. Mais comme on l'a dit, est-ce que ses performances justifient sa place? On peut aujourd'hui simplement le dire, attendez, ce n'est pas une énorme chèvre, parce que c'est pas juste de dire ça au vu des performances qu'il a fait. Il mérite sa place en F1 pour toi? Pas chez Aston Martin. Chez Aston Martin d'avant, oui, à la rigueur. Mais aujourd'hui, Aston Martin va avoir des choix à faire par rapport à la performance de cette monoplace. Et comme le dit très bien Julien Billotte dans un billet d'humeur qu'il a fait sur Auto Hebdo le 1er juin, il dit Aston Martin se retrouve avec un... J'ai noté la phrase parce qu'elle est magnifique. À quoi bon faire sortir de terre des installations dernier cri à Silverstone si c'est pour courir avec une main dans le dos tous les week-ends de Grand Prix? Eh ben, en l'occurrence, tout est dit. Et à partir de là, il va y avoir des choix à faire. Stroll, c'est aussi un chef d'entreprise, c'est pas qu'un papa. Et s'il veut, il peut replacer son fils chez Williams. Mais à un moment donné, si Alonso fait ça, et s'il veut 2 voitures sur le podium, la phrase, pour moi, elle n'est pas anodine. Donc peut-être que ça veut dire qu'effectivement, il y a un step à passer pour Lance Stroll, ou alors peut-être qu'il va falloir penser à autre chose. Sur ce point-là, on va y revenir dans un deuxième temps. Je veux avoir ton avis, Hamza, sur le niveau, sur ce qu'a montré Lance Stroll. Et la même question qu'Abrice, est-ce que pour toi, il mérite, puisque ça a longtemps été débat, c'est le débat depuis le début de sa carrière, est-ce qu'il mérite sa place en Formule 1? Moi, je vais revenir sur une saison qui, pour moi, est la plus importante de toutes. C'est 2020, la Mercedes Rose Racing Point. I love my job. Je fais pourquoi? Parce que les autres écuries, à la limite, quand tu joues quand tu luttes en fond de grille, c'est toujours difficile. On a eu George Russell il y a quelques années, mais c'est quand même compliqué d'aller chercher ou d'imaginer un potentiel. Ce qui s'est passé chez Racing Point, à un moment, ils avaient la 2e meilleure voiture du plateau. Il y a une victoire pour l'équipe. C'est pas lui qui va la chercher, c'est Pérez. Ouais. Il prend la pole en Turquie. Dans des circonstances en plus changeantes, donc peu évidentes. Mais moi, surtout, ce que je note, c'est que Pérez, il lui met une pile sur l'ensemble de la saison. En termes de points, on est quasiment du simple au double. 75-125. C'est Pérez. Ce n'est que Pérez parce qu'aujourd'hui, il a Fernando Alonso. Mais à ce moment-là, tu te poses déjà la question, est-il capable de performer lorsqu'il a la voiture compétitive? Pas pour aller chercher des victoires, mais déjà pour aller marquer des gros points, pour aller chercher des podiums. Là, tu te retrouves... Alors cette saison, en début de saison, j'ai été extrêmement indulgent, mais moi je pense que c'est normal, parce qu'il y avait cette blessure au poignet qui l'avait handicapé. Je l'avais trouvé... Juste pour 2020, je te mets une parenthèse, il y a ce énorme crash au Mugello, il y a le Covid, et le fait qu'il perd énormément de confiance et met du temps à revenir, excuse-moi. Et sur ce début de saison, alors il y a cette blessure au poignet, j'avais souligné à quel point sa première course à Bahreïn avait été héroïque, parce qu'il arrivait à peine à tourner le volant et il termine dans les points. Je crois qu'il termine quoi? Il termine 5 ou... Enfin, il termine pas 6, il me semble, je sais plus. Il signe de gros points. Lance Stroll 6. Il termine 6e à Bahreïn. Deuxième course, il y a l'abandon. Derrière, tu termines 4e. Bon, il fait un début de saison acceptable lorsqu'Aston Martin avait la 2e meilleure voiture. Et surtout, la 2e meilleure voiture seule. Mercedes était loin, Ferrari avait pas mal de difficultés. Donc à ce moment-là... La 3e meilleure. Ah, je suis pas sûr.
Honnêtement, je suis pas sûr. Sur le début de saison, est-ce Red que Bull, tu places qui Ferrari ou Mercedes? Red Bull. Là, tu veux dire? Non, en début de saison. Tu me dis c'est la 3e. Ah, je parle en 2020, excuse-moi. Non, Je pensais que je c'était parle de encore cette sur saison. 2020. Non, je parle de cette saison. Je regardais un truc, je pensais que c'était encore sur 2020. Non, sur 2023, en début de saison, ils ont la 2e meilleure voiture. Bon, ils marquent les points en début de saison. Mais à partir du moment où tu as un resserrement entre Aston Martin, entre Ferrari, entre Mercedes, peut-être à terme avec Alpine, est-ce que ce pilote-là est capable, par ses qualités, de mettre la voiture, pas au niveau de Fernando Alonso, parce qu'Alonso, de toute façon, il n'atteindra probablement jamais son niveau. Mais est-ce qu'il est capable de mettre la voiture à la place qu'elle mérite? Parce qu'aujourd'hui, finalement, Derrière Alonso, point barre. quand je vois... je sais pas, quand t'as... Parce que c'est très quand la resserré, concurrence, oui. quand c'est resserré, Oui, t'as la oui. concurrence, t'as Lewis Hamilton, t'as George Oui. Russell, t'as même Charles Leclerc. Bon, tu peux estimer que si tu termines juste derrière Hamilton, par exemple, tu termines 5e, bon, c'est pas déshonorant non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, mine de rien, et c'est une question que je me pose de plus en plus quand je vois les prestations actuelles de Stroll, quel est le niveau réel de cette Aston Martin? Est-ce qu'Aston Martin, c'est la 2e force du plateau? Est-ce qu'Aston Martin, c'est l'équipe qui doit terminer à la 3e place en course si jamais tu as Verstappen Perez devant? Est-ce qu'Aston Martin, c'est la 4e, peut-être même la 5e équipe du plateau, peut-être en concurrence avec Alpine, et que tu as juste Fernando Alonso, comme il a fait tout au long de sa carrière, qui est capable de faire performer la voiture au point de signer très régulièrement des podiums? Finalement, le début de saison de Stroll me laisse même un flou global sur la performance et le niveau de cet Aston Martin. Ouais, et je sais pas, en fait, est-ce que c'est Stroll qui n'est pas bon? Est-ce que c'est Alonso qui est trop bon? Il y a vraiment un flou sur cette saison 2020. On en a parlé hier soir et je voulais quand même le préciser là. Juste un tout petit peu de pragmatisme par rapport à cette notion de surperformance. S'il y va avec la voiture, c'est que la voiture, elle peut y aller. Hein. Non mais quand il touche le volant, elle devient pas une Red Bull. Hein. C'est mais Alonso, c'est Alonso. Il fait des miracles avec, je suis bien d'accord. Mais en des attendant, pilotes qui font des miracles avec le matériel, il y en a, ça se compte sur les doigts d'une main. Oui, alors Sur je un reviens championnat sur du cette notion philosophique de la F1 ne doit-elle pas avoir que des pilotes comme ça? Mais ça n'existe pas. Mais alors est-ce qu'on nivelle pas par le bas en se disant que comme Alonso fait ça, il faut pas demander la même chose à son coéquipier? Moi je suis désolé, mais il faut tirer la quintessence même de cette monoplace pour l'emmener le plus haut possible. Et Je vais pas arriver sur le discours démagogique de ils sont trop payés, mais en attendant, quand tu prends 10 patates par saison, est-ce que t'es pas censé être dans le top du top du top du top de ta discipline? Et le premier à ne pas demander à Sergio Pérez la même chose que ce que tu demandes à Max. T'es le premier à ne pas demander à Carlos Sainz la même chose qu'à Charles Leclerc. Je suis le premier à dire, vu l'écart, ça va peut-être sauter. Sauf que là, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est un gros mot de le dire pour Lance Stroll chez Aston Martin? C'est ça la question, tu vois. Ce que je veux te dire, en fait. Si Sébastien Vettel, aujourd'hui, était à la place de Fernando Alonso, est-ce que Sébastien Vettel au Canada, il termine 2e? Est-ce que Sébastien Peut-être. Vettel, il se bat avec Hamilton? Moi, j'ai un doute. Je sais pas. Je dis pas que je sais, je dis pas que j'ai la science infuse. Je ne sais pas, j'ai un doute. Parce qu'Alonso, il a toujours été ce pilote capable de... Stroll n'en est pas capable. Mais les pilotes capables, Verstappen, si tu le mets là, peut-être que. Mais si tu mets Charles Leclerc, est-ce que Leclerc, il est capable de. Là aussi, je sais pas. Donc, je me pose vraiment la question sur le potentiel de cet Aston Martin. Reprenons la stratégie de base de Lawrence Stroll pour rendre champion du monde son fils. À la base, c'est lui payer un baquet. Se rendant compte qu'une écurie cliente ne deviendra pas championne du monde, excepté Red Bull, bien sûr, en termes de moteur, mais il s'est dit, ok, je vais racheter une écurie Ça va même au-delà, oui. Enfin, il rachète même une marque. Il rachète une marque qui, à terme, normalement, devrait faire ses moteurs pour être une écurie constructeur. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment dans l'endémique. Là. On essaye de tout prendre. Ensuite, la stratégie, c'est quoi? C'est de virer Sergio Pérez pour prendre des talents exceptionnels comme Sébastien Vettel ou Fernando Alonso. Et du marketing pour la marque aussi. Oui. Jamais. Et développer la monoplace avec ces talents-là pour que, par le fruit du travail d'un Vettel et d'un Alonso, cette voiture se retrouve devant un jour pour permettre à Lance Stroll de jouer un titre. Mais au moment où cette monoplace, on n'y est pas encore, sera capable de jouer un titre, est-ce que lui aura la capacité de performer dans une voiture dominante pour aller être titré? Est-ce que, on reparle souvent du tracteur Alonso 2012, si Alonso se retrouvait dans une écurie avec une monoplace moins performante que l'Aston Martin et que Lance Stroll a été mis à côté d'un sirotkin chez Aston Martin pour être sûr que personne ne le batte, est-ce que Alonso, Hamilton, Verstappen ne vont pas être tout simplement sur la saison meilleurs que Lance Stroll et qu'au final le projet champion du monde Lance Stroll, il est voué à l'échec?
C'est la question que je me pose. Parce que là, on est dans... Tu vas fâcher Lorenz. Lorenz a dit, à l'arrivée de Lance Stroll en Formule 1, il a du sang de champion du monde qui lui coule dans les veines. Oui, mais écoute, il a dit qu'il était sûr qu'il ferait double podium ce week-end. Oui, Écoute, donc, aussi. des conneries, on en dit tous. Moi, le premier, vous avez 70 émissions des pistonnés pour vous en rendre compte. Lorenz Stroll, il y a quelques journaux aussi où il y a quelques conneries qui sont dites. Donc, pour le coup, moi, je pensais aussi qu'il progresserait davantage. On a fait souvent des émissions où on a dit qu'il pouvait être dangereux par moment, que le pilotage était pas dingue, mais par contre, on a toujours su lui rendre hommage. Ça, par contre, je trouve qu'il faut nous le reconnaître. Il y a des coups d'éclat dans sa carrière. Il a des coups d'éclat. Monza en 2020, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Turquie en 2020, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Le podium à Bakou. À Bakou aussi, 2017, 2018, oui, pardon. sur la Williams. 17. Sur la Williams. Première saison. D'ailleurs, il doit finir deuxième et c'est Bottas qui lui passe devant. Exactement. Donc, non, des coups d'éclat, il sait en faire. Et sincèrement, Nico Hülkenberg n'en a pas fait autant, par exemple. Kevin Magnussen n'en a pas fait autant. Il y a des mecs qui sont en F1 dont on reconnaît la légitimité aujourd'hui, qui ont fait moins de coups d'éclat que Lance Stroll. Son statut ne l'aide pas. Donc, sa place en F1, je dis pas qu'elle est imméritée, mais dans l'optique actuelle de Aston Martin, aujourd'hui, ça se voit. Et n'importe quel autre pilote, à mon sens, qui fait ces résultats-là dans l'Aston Martin est sur la sellette. Donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Lawrence Stroll veut gagner ou veut que son fils gagne ? Alors ça va être une grande question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir dans la relation un peu père-fils. On va pas faire de la psychologie de comptoir. On n'est pas chez Dolto, bien évidemment, mais on va quand même essayer de s'avancer là-dessus. Juste un dernier point concernant le bilan un peu de ces 6 saisons et demie. Regardez ce que disait Franck Montagny. C'est intéressant. Franck Montagny disait ça, c'était au mois de février dernier. Je ne pense pas que ce soit un mauvais pilote, mais il a un côté nonchalant et une attitude qui peut surprendre. Il va être à contre-courant de Fernando Alonso. Alors, est-ce qu'il ne paye pas aussi également cette image et l'étiquette, encore une fois, du pistonné ? Justement, nous sommes en France, un public français qui avons pour diffuseur Canal+. Je trouve, j'ai la F1 TV, et parfois je tombe sur des extraits sur d'autres chaînes, notamment Sky Sport en Angleterre. Je trouve que Lance Stroll, dans ses réponses, dans sa manière de s'exprimer, sa manière de sourire, n'a pas le même comportement avec Canal qu'avec les autres. Canal a dit l'inverse ce week-end. Est-ce que Stroll... Moi, c'est mon constat. Oui. Est-ce que Stroll a un problème avec Canal ? Est-ce qu'il y a eu des échanges ? J'en sais rien. Jacques Villeneuve a été dur avec Lance Stroll. Peut-être pas. Voilà. Peut-être que ça vient de là. Peut-être que ça vient d'autres... D'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il s'est passé quelque chose, peut-être que ce n'est qu'une impression qui est erronée de ma part. Mais moi, quand je le vois répondre aux journalistes britanniques, je vois un Stroll beaucoup plus détendu, beaucoup plus souriant. Ouais, après, on l'a vu au Castellet. Mine de rien, pour nous, en France, ça construit. On a peut-être une image qui n'est pas la bonne de Stroll. Tu sais quoi ? Alors, je comprends ce que tu dis, mais ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de théorie parce que c'est que ce qu'on voit, à la télé. Maintenant, on va parler de deux événements où on était tous les deux, et un où on était tous les trois. Je te prends le Castellet en 2022. Aucune relation publique. Sort de la voiture, monte, répond aux 2 questions de la femme, se barre. Alors qu'il est francophone en plus. Oui, et puis il répond en anglais. Non, c'est vrai. Alors là où Sébastien Vettel a fait, je crois, 2 fois ou 3 fois. Une trentaine de minutes. 30-40 minutes. Français. Enfin, voilà. Non, Stroll, c'est vrai qu'il a fait l'aller-retour. Il a pas important. Alors, je te dis pas que le talent et les titres valent gage d'arrogance, mais à 4 titres, je peux te dire que le mec, s'il veut, il se barre. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que. Non, mais ouais, je suis pas d'accord. Stroll, c'est un peu l'archétype du manquerait plus qu'il morde, tu vois. Pour le coup, il mord, tu vois. Donc, bref, passons. Deuxième événement où on était tous les deux. Barcelone 2020, essai. Tu te souviens, ambiance plutôt bon enfant dans le paddock. Carnaval. Tout le monde s'arrête. Charles Leclerc, il fait 100 mètres. Il a 300 fans de Ferrari, entre Ferrari et Alfa Romeo, qui l'arrêtent, il prend des photos avec tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Grosjean, il lâche un petit mot. Hamilton, pareil. Bottas, pareil. Tout le monde, pareil. Lance Stroll, je te rappelle qu'il a ignoré un gosse pour aller pisser. Il a peut-être très envie d'aller. Et à chaque fois qu'on l'a croisé, il fuyait absolument tout le monde. Alors, ouais, mais ça se trouve, c'est pas son truc. J'ai pas envie de lui donner encore des circonstances atténuantes. Mais ça, c'est ce qu'on a vu au moins. Ouais, mais c'était il y a 3 ans. Alors, honnêtement, je me souviens même plus de l'anecdote de l'enfant, mais peu importe. C'était il y a 3 ans, il avait 21 ans. Peut-être qu'il comprenait pas à l'époque que les relations. Enfin, excusez-moi, Fernando Alonso, depuis qu'il est revenu, c'est pas le même homme que le Fernando Alonso des 15 premières années. Si.
exactement le même. La différence, c'est qu'ils communiquent et ils se foutent de notre gueule. Oui, mais dans moyens différents. Dans les relations publiques, les relations médias, moi je le trouve totalement différent. T'as le droit, et il a 40 ans. Là, il a 23, 24, 25 ans, Stroll. Il avait 21 ans en 2020. Est-ce que ça, non, Stroll? Non, je suis pas sûr. Il est très jeune. En 2020, il doit avoir la vingtaine ou 21 ans. Bon, bah, tu te retrouves avec un pilote qui a peut-être commis des erreurs. Encore une fois, mais il a 24 ans. C'est un jeune, ça reste un très très jeune pilote qui est arrivé très très jeune. C'est pour ça pourquoi je le trouve relativement dur. Moi, j'ai plutôt envie de me concentrer sur le présent par rapport à son image et tout ce qui en suit, du coup les relations publiques, que ce qui s'est passé éventuellement il y a 3 ans sur un fait ou c'est un fait isolé, ça se trouve. Alors avançons sur le sportif, les gars, et répondons à cette question. Est-ce que Lance Stroll peut être déshérité par son père? Est-ce qu'il peut être viré d'Aston Martin? Est-ce qu'il peut être même en danger, on va dire, à l'issue de cette saison 2023? Il y a Helmut Marko qui a sorti la sulfateuse ce week-end pour parler de Lawrence Stroll et de son fils. C'est une guerre. Helmut Marko qui a donné une interview au quotidien autrichien Kronen Zeitung et qui dit ceci: chez Aston Martin, c'est plus qu'un excès de confiance, c'est juste irréaliste. Ils ont une voiture solide, mais si vous regardez la différence de points, vous devez honnêtement voir qu'il n'y a qu'un pilote qui assure la récolte, c'est Fernando Alonso. Et ça nous a inspiré ce petit tableau qu'on va découvrir ensemble. Peut-il être en danger, l'ami Lance Stroll? Parce que est-ce qu'il est à la hauteur justement des ambitions d'Aston Martin? On rappelle, il y a une restructuration d'Aston Martin, la marque, qui était en péril, presque en faillite, et également de l'écurie engagée en Formule 1 avec la construction d'une nouvelle usine, avec un mercato aussi également des cerveaux et des ingénieurs qui a été absolument important. Lawrence Stroll a de l'ambition, que ce soit pour la marque dont il est propriétaire comme pour l'écurie. Il veut devenir champion du monde. Est-ce que justement, même s'ils ont une meilleure voiture ou semblent avoir une meilleure voiture que Ferrari et Mercedes actuellement, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir avec un moins bon line-up? Et aurait-il été conservé aussi également dans un autre top team si jamais papa n'était pas à la présidence du groupe et de l'écurie? Il faut quand même rappeler que c'est le seul CDI de la Formule 1, ce garçon-là. C'est le seul, en tout cas, pilote qui a un contrat dont on ne connaît pas la durée. Est-ce que d'ailleurs, et c'est souvent une question qu'on a posée à l'époque, notamment on en parlait avec Piero Despiello sur ce plateau, Piero nous disait, j'ai l'impression que pilote de Formule 1 ou champion du monde, c'est plus le rêve de Lawrence Stroll que le rêve de Lance Stroll, ce qui peut expliquer aussi également toutes ces facéties, on va dire, en dehors de la voiture, ou son manque, cette certaine nonchalance dont parlait Franck Montagny tout à l'heure. Dans quel but aussi Lawrence Stroll a pu racheter Aston Martin? Est-ce que c'est véritablement en homme d'affaires, en businessman qu'il est, ou est-ce que c'est seulement pour construire la carrière de Lance Stroll? Je pense qu'à partir du moment où on aura répondu à cette question, on pourra justement répondre à la question de savoir s'il est en danger ou pas. Et aura-t-il aussi également, Lawrence Stroll, le papa, un soutien inconditionnel des investisseurs? Parce qu'il faut le rappeler, certes, il a mis de sa fortune personnelle en jeu, mais il a également un pool d'investisseurs qui le suit dans cette aventure. Au bout d'un moment, l'image d'Aston Martin, le constructeur, l'image de l'écurie Aston Martin, si elle est touchée, peut-être que les investisseurs peuvent être un petit peu refroidis. Est-ce qu'il est en danger pour vous, Lance Stroll, si jamais, sportivement, il n'y a pas de rebond dans cette saison 2023? Je pense qu'il ne sera pas en danger si on ne lui trouve pas un bac ailleurs. Ce qui veut dire que c'est un départ qui doit être anticipé. Je vois mal Aston Martin virer Stroll en fin de saison, sachant que généralement tous les baquets sont pris. Et je vois mal Aston Martin écarter Lance Stroll, par exemple à la trêve, ou lui signifier la fin de l'aventure Aston Martin. Donc, dans l'immédiat, j'aurais tendance à dire plutôt non. J'aurais tendance à dire qu'on devrait peut-être lui laisser une nouvelle chance, avec une préparation qui ne serait pas tronquée par une blessure, avec... mine de rien, c'est un pilote qui apprend aussi à piloter une voiture si performante. Se battre aussi avec des pilotes qui seront peut-être, j'aime pas trop employer ce terme, mais un peu supérieurs en termes de talent. Il y a beaucoup de flou et je trouverais même dur de se séparer de Stroll aujourd'hui. Sachant que, en 2024, pas sûr qu'Aston Martin... En F1 ou Aston? Aston. Même d'Aston. Et je suis pas sûr qu'Aston, dès 2024, ait la voiture pour aller chercher un titre mondial. Donc, dans l'optique Stroll, un jour champion du monde ou non, je pense qu'on devrait quand même lui laisser une nouvelle chance en 2024, ou qu'en tout cas, Aston lui laissera. Malgré ce que tu as dit sur 2020, malgré ce que tu as dit sur 2023. Oui. Même si c'est frustrant, parce que tu as plein de pilotes qui mériteraient ce baquet-là. Il y a plusieurs prismes de vision de cet élément, à mon sens. Le premier, c'est, je pense très sincèrement que Lawrence Stroll, s'il est devenu un businessman comme il est, c'est qu'à un moment donné, il a su faire la part des choses entre le perso, le pro, et qu'il a su prendre des décisions froides.
Donc, si il met l'intérêt de son business avant tout, je pense qu'à un moment donné, il saura prendre cette décision. Mais quand ? Voilà. Pour moi, elle n'est pas d'actualité. Du tout. Elle est d'actualité parce qu'on voit l'écart. Elle est d'actualité parce qu'elle serait d'actualité partout. Exactement, dans un cadre normal. Mais chez Aston, elle ne l'est pas. Mais par contre, je pense que Lawrence Stroll en est capable. Deuxième chose, je commencerai à croire à cette théorie le jour où on arrêtera d'avoir un discours de scientologue du côté d'Aston Martin, où tout le monde à l'unisson voue un culte au sein Lens. Même quelqu'un qui n'a voué un culte à personne d'autre que lui-même, à savoir Fernando Alonso. Même si, évidemment, c'est tellement forcé que... Ils se connaissent depuis petit, hein. Enfin, Lance Stroll a été biberonné à l'époque où notamment Massa, on a une photo d'ailleurs, Massa et Alonso étaient pilotes chez Ferrari. Lawrence Stroll était sponsor de Ferrari et leur mettait Lance Stroll à chaque fois dans les pattes. Lance Stroll Fernando Alonso a notamment raconté que il menait des entretiens quand Lance Stroll était gosse. Fernando Alonso menait des discussions avec lui pour lui donner certains tips. Bon. Oui, bon. Storytelling encore une fois. Fernando Alonso n'était pas fan de Lance Stroll à 4 ans. Je suis scientiologue. Vous êtes en vert tous les deux. Hein. Tu vois, regarde la photo, la preuve, regarde. Ah oui, non mais attends, il y a Massa aussi. Hein. Oui, parce qu'à l'époque, le père Stroll est, je te dis, sponsor de Ferrari. Donc, oui, de toute façon, c'était Ferrari Driver Academy, de toute façon. Et à ce moment-là, c'est pas 2010 C'est possible. Donc, les deux pilotes Ferrari. Donc, au final, oui, c'est ça. Voilà. Et le troisième élément, qui pour moi est le plus intéressant, et qui vient corroborer ce que tu as dit, Hamza, c'est, je crois, la seule interview qui a été donnée par Lance Stroll sur ce sujet, qui a été donnée à Channel 4, mais je sais pas si c'est anglais ou américain. C'est anglais. Anglais, c'est anglais. Alors, ça date de 2020. C'est Ariana qui bosse à Channel 4, si je dis pas de bêtises. Bah écoute, une copine. Grand bien du face. Une copine de ventilateur du Grand Prix de France. Il a dit un truc qui pour moi est très intéressant. Donc au début il fait de la com, il y a la relation familiale puis la relation professionnelle, tout ça machin. Si mon père me vire, ce sera une décision de business et je me formaliserai pas. Et après, il dit un truc qui est très intéressant. Il dit, si dans l'intérêt des affaires de mon père je dois réorienter ma carrière, je l'envisagerai et je serai prêt à rejoindre une autre écurie. Et ça corrobore ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que le plan chez les Stroll, il existe déjà. Que si jamais il y a un problème, je pense que Lawrence lui a dit, écoute, par contre, c'est de la F1, concrètement, je vais pas perdre 50 millions par an si tu n'apportes pas satisfaction, donc on te trouvera quelque chose, mais en attendant, il va falloir quand même que tu performes. Donc je pense que la pression familiale et interne, elle existe. Et puis mine de rien, est-ce qu'il n'aurait pas besoin de ça pour grandir, pour s'émanciper à 24 ans, sortir du giron de papa. Exactement, comme d'autres pilotes sont sortis parfois du giron Red Bull. Mais quel intérêt quand t'as... Mais si tu performes, tu vas dans une grande écurie. Mais si t'es sorti de l'écurie de ton père, c'est que tu vas dans une petite écurie où ton père paye. Mais peut-être que ça pourrait donner un nouveau souffle à sa carrière et qu'il pourrait revenir dans... On tire des plans sur la comète, mais dans 10 ans, dans une écurie peut-être performante à ce moment-là, mais qui l'aura pris en maturité. Je sais pas, peut-être aussi que le fait d'être protégé par l'environnement Aston Martin... Peut-être que ça n'aide pas forcément à son développement. Attends, protégé, on parle de titre de champion du monde. Son père ne fait que parler de titre de champion du monde. Jamais Lance Stroll n'a parlé de titre de champion du monde, d'ambition en tout cas de devenir champion du monde. Mais Stroll dans une autre écurie, avant, il aurait peut-être déjà été menacé. C'est peut-être beaucoup de pression avant même 2023. La famille sur Lance Stroll. C'est peut-être énormément de pression. C'est peut-être pas son rêve à lui aussi. En fait, là, il y a 80% ou 75% des points qui sont marqués par Alonso. Ouais, complètement. La stat, elle est monstrueuse. Oui, elle est vilaine. Mais en même temps, c'est le revers de la médaille de prendre un double champion du monde comme tu as pris un quadruple champion du monde avant. Alors, le quadruple que tu as pris, il était en roue libre une bonne partie du temps, mais si tu regardes les perfs qu'il a fait en fin de saison, Sébastien Vettel, ça commençait à présager que si la voiture elle fonctionne, Stroll il va se retrouver vraiment. Je te dis, à partir du moment où tu commences à prendre la lumière, tu vois les ombres. Et en l'occurrence, là, l'ombre de Lance Stroll, tu la vois quand même bien. Alors, c'est pas cataclysmique ce qu'il fait, Stroll. Mais en attendant, s'il y en a deux comme lui dans le championnat, on parle jamais d'Aston. S'il y en a deux comme lui chez Aston, on n'en parle jamais. Ils sont 5e force. Donc, encore une fois, il va falloir discerner ce que veut Lawrence Stroll. Parce que, après, on est bien d'accord que Mike Crack ne prendra aucune décision. Que c'est Lawrence Stroll qui les prendra, dans tous les cas. Et effectivement, comme tu le dis, est-ce que c'est son rêve aussi à lui, à Lance Stroll ? Est-ce que ce qu'il a maintenant n'est pas suffisant et que justement pour aller chercher plus, il faut un surplus de quelque chose, il faut un supplément d'âme, il faut un surplus de motivation, chose
qu'a Alonso parce qu'il ne vit que pour ça, chose qu'a Verstappen parce qu'il a été fouetté par son daron, chose qu'a Hamilton parce qu'il bouffe les records, dans toute sa vie, il a fait que ça, bouffer du record, et que au final, des pilotes comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Alors, est-ce que du coup, on le pointe du doigt parce qu'il est fils d'eux, ou est-ce qu'on le pointe du doigt parce qu'il est moins bon? En l'occurrence, je pense que n'importe quel pilote qui serait à 80-20 en termes de points, on le pointerait du doigt, surtout sur une écurie comme Aston Martin. Qu'on le fait avec Perez pour Red Bull, qu'on l'a fait avec Bottas pour Mercedes, qu'on l'a fait avec Sébastien à l'époque. Oui, pour Ferrari aussi, hein. Ouais, par exemple. Oui, donc je pense que c'est normal de le pointer du doigt, mais le timing de licenciement potentiel de Lance Stroll ne viendra que très tard par rapport à un timing réel, et il viendra au moment où je pense Lance Stroll se dira qu'on a épuisé toutes les solutions. Mais pour le moment, selon eux, ils les ont pas épuisées. Ils veulent une voiture dominante. Une fois qu'elle sera dominante, si jamais elle l'est un jour, et qu'il ne performe pas, à mon avis, là, peut-être que Lawrence Stroll, au vu du camouflet que ça va être, parce qu'au final, même toute la discipline en sera décrédibilisée, en fait. Clairement. À partir de là, peut-être que ça changera. Au final, est-ce qu'un pilote pistonné a déjà été champion du monde? Un vrai pistonné? Un vrai pistonné, non. Un vrai pistonné. Tu parlais de Max Verstappen, tu veux parler? Non, je parle de 2016. Il y a une part de piston. Non, je rigole, fan de Nico Rosberg, calmez-vous, je blague. Tu vas pouvoir aller boire un verre avec Julien. Après, il est un peu pistonné de base, Nico Rosberg, notamment par rapport à Lewis Hamilton de base. Quand ils étaient jeunes, quand ils étaient en karting, c'était pas le même matos. Enfin, tu vois, on sait, ça a été écrit, ça a été dit. Mais attends, mais à ce moment-là, tous ils le sont. Non, mais bien sûr. Max, il l'était aussi à ce moment-là. En attendant, et pareil, par exemple, Lando Norris, il arrive un an après Lance Stroll en Formule 1. On le considère autant pistonné par son père milliardaire, Lando Norris. C'est l'une des plus grandes fortunes britanniques. Oui. Mais aujourd'hui, qui s'en rappelle? Qui en parle de ça? Personne. Non, mais Rosberg est plus pistonné, par exemple, que Damon Hill. Pour prendre des champions de père en fils, ils sont beaucoup plus... Comme dirait Jacques Villeneuve, on n'est pas contre l'argent, on est contre le manque de talent. Stroll, honnêtement, c'est ça qu'il avait dit dans notre interview. Je suis pas sûr que Stroll... Enfin, moi, en tout cas, je le vois plus comme pistonné. Je pense qu'il a prouvé un minimum. Stroll, je vais être très honnête, moi, en ses débuts de carrière, moi, je le considérais comme un pistonné. Je le voyais vraiment comme fils à papa, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il a suffisamment performé pour au moins perdre cette étiquette. Je te retourne la question. Est-ce que... ça, il mérite sa place en Formule 1, mais c'est toujours... alors attends. Retournons la question. Mais ça reste un pistonné, parce que la preuve, on lance un débat qui a une réponse définitive, c'est que papa est... Et demain, je le vois chez Haas à la place de Sargent, chez Williams à la place de Sargent. Bon, ça me choquerait pas. Mais est-ce que c'est pas que l'expérience qui ferait que, par exemple, tu vois parce que lui, on ne le voit plus comme un pistonné, et c'est vrai, franchement, il est performant. Je suis le premier à être surpris par rapport à 2017 où c'était très facile de trouver qu'il était pistonné. Mais la différence des autres pistonnés, c'est que lui, contrairement à d'autres, il est resté. Il y en a plein qui sont passés 2 ans, et les écuries ont dit bon, t'es mignon. Avec ton argent, mais on a besoin de performance. Mazepin, pour toi, est beaucoup plus ce qu'on appelle un pistonné par rapport à mais Stroll l'a été. Stroll l'a été. Il a gagné, à mes yeux, il a gagné le droit qu'on lui enlève cette étiquette. Si Lawrence Stroll n'avait pas racheté une écurie, est-ce que Williams se trimballerait encore Lance Stroll? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne pense pas. À mon avis, ça a été vraiment alimenté par le fait que, avec l'expérience, avec du coup le fait qu'il progresse, qu'il amène quelque chose de plus mature, on se dit pas tant que ça, parce qu'on s'attendait tellement à de la cata permanente, on s'attendait à de la Roy Nissany. Avec c'est comme ça que ça a été présenté au début. Voilà. On se souvient que quand il arrive chez Force India, il prend la place d'Esteban Ocon. En plus, à ce moment-là, il y avait un duo performant. Il y avait des frictions, mais il y avait un duo performant Ocon-Pérez. Nous, certainement, en tant que Français, on avait peut-être sentiment négatif contre Stroll, le fait que ce soit un pistonné qui arrive et qui soit pas juste. Un grand talent, au-delà même de sa nationalité, un grand talent aujourd'hui, du sport automobile à l'époque. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, mais encore une fois, ça me choquerait pas de voir Stroll faire une carrière de 15 ans en Formule 1. Des pilotes qui ont fait leur carrière, il a 3 podiums, il a eu comme tu le disais tout à l'heure, des moments de... Mais on pourra pas juger le fait qu'il a 300 Grands Prix sur le fait qu'il les a entre guillemets tous mérités. Parce que t'as des mecs, encore une fois, mais là, ce qui se passe cette il y a 20 pilotes, il y en a tellement qui se sont fait sauter. Bien sûr. Avec plus de talent, bien sûr, et plus de résultats, bien juste sûr. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de garantie derrière comme là. Mais aujourd'hui, justement, cette saison 2023, la saison 2024 qui arrive, s'il est encore, et je pense qu'il sera encore chez Aston Martin, sont des facteurs très importants dans la compréhension finalement de qui est Stroll, est-ce qu'il peut performer au plus haut niveau. Et je pense que
l'image même globale de sa carrière se construit en ce moment, sur 2023, sur 2024, peut-être sur 2025, ça on verra. Mais avec la voiture qu'il a, il peut pas non plus se permettre de se qualifier difficilement en Q3 et de signer des 11e ou 10e places en course. Donc, à un moment, il va falloir performer. 2025, Fernando Alonso est là pour 73 ans. J'abuse. Mais et il met encore 80% des points à Lance Stroll. On parle pas d'âge, de toute façon. Ah bah c'est ça, c'est l'inverse avec lui. Il met toujours 80% des points par rapport à Lance Stroll. Est-ce que toi, tu envisages que Lawrence Stroll le fasse? Moi, oui. Oui, bien sûr. Moi, oui. Bien sûr. Mais parce qu'à ce moment-là, tu lui auras laissé 2 ans au sein d'une écurie capable d'aller chercher des podiums à la régulière et peut-être des victoires, face à un coéquipier qui, lui, va chercher ses gros résultats. À ce moment-là, oui, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Moi, je le vois partir le jour où il aura plus d'excuses. Enfin, ou peut-être au moment où il l'aura choisi, ou le moment où il aura trouvé une liberté vis-à-vis de son père. En tout cas, moi, ce que je retiens, les gars, de la conclusion de ce débat, c'est aussi un mot d'ordre, progression. Vous voulez voir ce garçon progresser, ou en tout cas voir une certaine trajectoire ascendante pour pouvoir juger définitivement. Je veux le voir gagner aussi. C'est plus facile de se battre, avec tout le respect que j'ai pour les pilotes de seconde partie de classement de tableau. C'est plus facile de se battre face à ce type de pilotes qui vont parfois commettre des erreurs, qui vont... Va te battre face à Fernando Alonso, face à Lewis Hamilton. Ils font pas d'erreurs. On l'a encore vu au Canada ce dimanche. Ils ne font pas d'erreurs. C'est vrai. Stroll, ça reste un jeune pilote qui, certes, 6e, 7e saison en Formule 1, il peut commettre des erreurs, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage. Comment tu fais désormais pour te battre face à, peut-être pas Verstappen, face à Perez, face à Alonso, face à Hamilton, face à Russell, face à Leclerc, face à même Carlos Sainz, face à Esteban Ocon? C'est pas le même niveau, c'est pas la même compétitivité, c'est pas la même adversité. À partir du moment où tu vas jouer la tête, il y a des paliers à passer au niveau mental, que par exemple Sergio Perez, et même technique. Sergio Perez a dû se confronter à ça. C'est aujourd'hui Sergio Perez, il y a 3 ans, pardon, Sergio Perez, s'il gagne un Grand Prix, on se dit c'est un crack. Cette année, c'est normal. C'est normal. 2, t'es beaucoup plus à l'affût des mauvaises perfs que des bonnes. Et aujourd'hui, le switch, il est là à faire aussi pour Lance Stroll. Il faut que... Il y a tellement de paramètres à prendre en compte en plus. Parce que quand tu es en haut, tu peux davantage perdre que gagner, puisque tu es déjà en haut. Que tu vas devoir te battre avec des mecs contre qui tu t'es jamais battu, qui ont 100 fois plus d'expérience que toi et qui ont une expérience de la gagne qui est différente. Ce qu'a fait Verstappen, par exemple, en 2021, c'est exceptionnel dans la saison, parce qu'il a réussi à se mettre au niveau dans la lutte mentale et dans le pilotage, même parfois beaucoup trop agressif, de Lewis Hamilton, qui lui était un habitué du haut niveau, ce que n'était pas Verstappen. Je te dis pas que c'est que ça qu'on demande à Lance Stroll tout de suite, mais avec cette monoplace, on peut plus se contenter de faire de la parade. Parce que c'était de la parade avant. Exactement. Il faisait 2-3 coups d'éclat de temps en temps, et regardez, Stroll n'est pas si nul, oui c'est vrai, mais maintenant il faut être au niveau de cette monoplace, parce que des mecs qui ont des monoplaces moins bonnes et qui ont le niveau d'être dans la Aston Martin, je pense qu'il y en a. Exactement. Et ça a été dit dans ce débat. N'oubliez pas de nous donner vos commentaires, bien évidemment, votre réponse à cette question. Lance Stroll mérite-t-il sa place en Formule 1? Doit-il être déshérité par son père? Doit-il être sorti du jeu dès la saison prochaine par Aston Martin? Un pistonné vainqueur de Grand Prix en Formule 1, on avait quand même Pastor Maldonado, les gars, en 2012. Oui, bien sûr. 2012? Ouais, Barcelone 2012. Et il n'y a pas hat-trick, il fait? Il fait hat-trick, exactement, pour son unique victoire en Formule 1. Vraiment l'un des rares pilotes que j'ai détesté, lui. Il y a quand même des failles temporelles. On en reparlera un jour, le temps presse, les amis. On referme cette page Formule 1, on ouvre tout de suite une page moto avec l'arrivée de Margot. Ah, quel bonheur de parler MotoGP et quel bonheur de parler avec Margot Levanto qui nous rejoint sur ce plateau. Ça va, Margot? Ça va super, et vous? Bah écoute, top. Il y a eu un Grand Prix MotoGP, les gars, vous avez suivi? Grand Prix d'Allemagne. Vous étiez concentrés, je vous ai vu. J'espère. On fait une petite interrogation. Prépare une interrogation surprise. Non, en vrai, je regarde les highlights. Jorge Martin. En plus, c'est bien prononcé. Jorge, dès que c'est hispanique, ça y est, tu me fais. Je parle. C'est un mec qui vient avec des masques de lucha libre en plateau. Ouais. Alors que c'est le journaliste le plus sérieux de la place de Paris, il faut quand même le dire. C'est quand même toujours à préciser. Margot, on va parler ensemble. Tu vas surtout nous parler de Honda, de Marquez, de ses coéquipiers, parce que, depuis 3 saisons, c'est difficile et encore plus cette année pour la marque japonaise. C'est ça, c'est très difficile, très difficile même, je dirais. Et je vais commencer par cette image où on voit Marquez devant sa moto. C'était au Grand Prix du Mugello. Il a chuté pendant la course. Et il est un peu
un peu surpris, enfin non, pas surpris, mais voilà, il sait pas quoi faire. Et cette image, ça donne envie de faire des mèmes. Et on a eu droit, ça a été drôle. On a eu très droit. Alors ça, Joss Milarus, c'est un compte qui est très, très fort là-dessus. On en a eu d'autres aussi, ça fait rire. Mais si seulement, ça pouvait en fait s'arrêter à ça. Et seulement des images qui nous font rire parce que sinon, voilà, aujourd'hui, on a un Marquez qui chute 5 fois lors du Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring, qu'il faut le rappeler, voilà, c'est son fief. Il est très fort là-bas, il a pratiquement tout gagné. Et au final, il déclare forfait à cause d'une énième chute. Donc à 1 heure du Grand Prix, non plus à un Joan Mir qui a une fracture de l'auriculaire et non plus à une fracture du tibia péroné d'Alex Rins. Donc la Honda, elle ne fonctionne pas. Oui, l'image, elle fait pas plaisir à voir. Hein. Ah non, clairement. La Honda, elle ne fonctionne pas, bien sûr, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais elle est surtout dangereuse. Pourquoi ? Enfin, surtout, déjà, on le sait, on n'est pas non plus dans le sport le plus sécure au monde, mais voilà, pour que Marquez dise entre guillemets qu'elle est dangereuse et qu'il prévient ses coéquipiers en début de saison qui vont devoir apprendre à tomber avec la Honda, il y a quand même un petit peu plus rassurant. Et sur les 4 pilotes, d'ailleurs, ce week-end au Grand Prix d'Allemagne, il y en avait un seul, du coup, sur la grille. C'était Taki Nakagami, qui n'a pas marqué beaucoup de points et qui, en plus, il n'est pas très, très bon depuis son début en MotoGP. Et je vais vous donner quelques chiffres. Depuis le début de la saison, c'est 93 points de cumulés avec les 4 pilotes, donc très peu. C'est aussi, depuis le début de la saison, un seul pilote pour Repsol Honda, donc Joan Mir et Marc Marquez, qui a vu l'arrivée, et c'était une seule fois. C'était au Grand Prix du Portugal, en ouverture du saison. Enfin, l'arrivée le dimanche, hein, je ne parle pas du samedi. Mais le dimanche, en 7 Grand Prix, c'est relativement peu. Et d'ailleurs, entre ces deux pilotes, les deux pilotes, donc Joan Mir et Marc Marquez, ont chuté 12 fois chacun depuis le début de la saison. Est-ce que vous voulez d'autres chiffres ou est-ce que vous avez compris où je veux en venir ? Non, je pense que c'est bon, on a l'idée. Voilà. J'ai pas envie de monter sur la moto, moi, personnellement. Personne n'a envie, je crois. Mais voilà, c'est la crise chez Honda. Alors pourquoi ? Comme j'ai déjà pu le dire durant le début de mes autres passages, il y a eu la blessure de Marquez, qui a fait un gros vide chez Honda, qui mise quand même beaucoup chez Marc Marquez. Il y a aussi le fait que les marques japonaises sont vraiment en retard sur les marques italiennes, sur les marques européennes. Donc, les voir aussi revenir aujourd'hui, ça semble très compliqué. C'est même impossible parce qu'ils se sont fait distancer d'une très, très grande distance pour expliquer un petit peu. Et aussi mettre du temps à faire bouger les choses. Donc, c'est vraiment long. Ce qui en résulte aujourd'hui d'une moto qui glisse beaucoup, qui est instable, qui bouge beaucoup à la reprise des gaz. Donc, comparé à une Ducati, c'est un long fleuve tranquille. Il ne se passe pas grand-chose. Ça ne bouge pas. C'est génial, la Ducati. Et là, sur la Honda, c'est une moto qui ne prévient pas, donc qui les envoie au tapis et surtout qui les envoie dans les airs et qui les blesse. Donc, d'une part, elle n'est pas performante, mais en plus de ça, elle est imprévisible. Donc, c'est compliqué à piloter. Et aujourd'hui, si la Honda n'a pas fonctionné ce week-end au Sachsenring, ça veut dire qu'elle ne fonctionnera nulle part cette saison. Et la réaction de Marquez, après sa 5e chute, après son high side, comme on peut le voir, là, c'était à la fin du warm-up, il a le visage fermé, les yeux dans le vide, on le voit pendant 5 minutes, voilà, les yeux dans le vide. Quand il rentre au box, il garde sa visière fermée. Et il abandonne dans les heures qui suivent. Ça en dit quand même long sur ce qu'il ressent. Donc maintenant, est-ce que c'est terminé pour Honda en MotoGP ? Si Marc Marquez vient à partir, la porte de la sortie est vraiment proche. Mais en même temps, bon, vous le savez, c'est un peu comme la Formule 1, ça marche par cycle. Sinon, peut-être que Ferrari est au niveau, quoi, ou d'autres, ou comme McLaren. Mais en même temps, Honda, ça marche très bien en Formule 1. Et c'est un petit lien aussi avec le MotoGP. Exactement, moi c'est là-dessus que j'ai envie de te relancer justement. Tu as dit Honda performe en F1 et plus du tout en MotoGP, on l'a vu, les chiffres sont éloquents. Tu disais il y a un lien. Quel lien y a-t-il entre les bonnes performances de Honda en F1 et les mauvaises en MotoGP ? La réponse, elle va être relativement courte et je m'appuie sur ce que Michel Turcot avait expliqué lors d'une émission. Michel Turcot, c'est un journaliste qui est présent depuis les années 90 dans le paddock. Donc, je m'appuie sur ce qu'il dit, c'est qu'il y a un problème de budget au niveau du HRC et qui mise beaucoup sur la F1, sur le soutien technique, sur le nouveau moteur là, en 2026 qui devrait arriver. Donc, aux dépens du MotoGP et ça laisse moins d'argent. Après, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, mais voilà, c'est ce qu'il expliquait. C'est intéressant en tout cas. Mais investissement massif sur la F1 au détriment en tout cas du MotoGP. Les gars, quelques petites réactions ? Ouais, pourquoi les marques japonaises ont autant de mal vis-à-vis des marques, par exemple, italiennes en F1 par rapport à Ducati, par exemple.
tu disais que la moto était beaucoup plus stable. Pourquoi c'est plus commun au Japon, tout ça? C'est que les marques européennes, italiennes, donc Ducati, Aprilia et KTM, se sont beaucoup plus vite adaptées aux événements du MotoGP, à l'évolution, aux évolutions techniques. Techniques, comparées aux du règlement marques. Aussi. Oui, et eux, ils apportent aussi beaucoup d'évolution, à l'inverse des Japonais qui sont vachement en retard là-dessus. Après, il y a plein d'autres choses, c'est aussi au niveau de l'organisation. Ils ont plus de monde, ils font des débriefs beaucoup plus tôt, ils ont un meilleur contact, une meilleure communication avec les usines. En plus, ils sont en Europe, donc ça donne un avantage comparé au Japon, je vais y venir juste après, mais il y a tout ça, il y a une organisation vraiment différente, c'est une manière de fonctionner, et les Japonais sont beaucoup plus... on va dire un peu plus conservateur là-dessus. Et donc le Covid, ça ne les a pas aidés, parce que forcément, les communications aussi, elles sont moins bonnes, vraiment moins bonnes entre les Japonais et les Européens et les équipes qui sont sur le terrain, donc notamment au niveau du HRC, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a Yamaha aussi, en équipe japonaise, mais il y a une réelle complexité, enfin c'est très compliqué à ce niveau-là. En plus, au sein du HRC, il y a beaucoup de nouvelles têtes, souvent. Ça bouge beaucoup, et beaucoup de jeunes. Donc, ça n'aide pas. Et encore en 2022, j'ai pas encore les informations pour 2023, mais en 2022, il y avait un système de rotation. Donc, ce qui fait que tu peux jamais créer une dynamique de travail qui est performante, parce que ça bouge continuellement. Donc là, ils ont... Pareil qu'en F1, finalement. Oui, ça rappelle l'épisode, ça rappelle l'épisode McLaren-Honda, le funeste des années 2010. Ouais. Bah, c'est un peu ça. Et en plus, pour faire le parallèle avec la Formule 1, c'est que pour les marques européennes, eux, ils ont des départements, comme ce qui se fait en F1, châssis, moteur, aéro. Alors, au Japon, c'est un peu différent encore. Et en plus, ils ont du mal à accepter que des aides extérieures viennent. Ouais. Donc, même s'ils le font maintenant. Ça rejoint la vision globale de l'automobile qu'il y a au Japon. Hein. C'est ce développement des choses est accentué sur leur philosophie plutôt que prendre toutes les évolutions qui pourraient venir. Donc au final, ça peut être un avantage pour beaucoup de trucs, mais un inconvénient comme ça. Sauf que comme Marquez disait, c'est comme quand il y a des jeunes qui viennent, qui arrivent sur les circuits et qui ont un autre style de pilotage et qui est meilleur. Donc tu fais pas forcément la même chose, mais tu t'adaptes et tu te corriges en fonction de ça. Et là, les teams, c'est pareil. Enfin, les constructeurs doivent faire pareil. Et c'est pour ça qu'ils sont très loin maintenant. Petite question sur Marc Marquez, c'est quoi son avenir? C'est la grande question du moment, et il y en a plein qui crient « Oh, c'est bon, il va partir en retraite ». Mais il faut rappeler aussi que Marquez, ça fait 2 ans qu'il se charcute le bras. Il est passé 4 fois sur le billard pour son bras, pour revenir à son plus haut niveau. Aujourd'hui, son plus haut niveau, il l'a retrouvé d'après Honda. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 8 titres derrière lui, que c'est l'un des pilotes qui a le plus gros mental. Et encore, Fabio Quartararo l'a rappelé ce week-end. Parce que pour abandonner après 5 chutes, mais être toujours sur sa moto, malgré le week-end qui passe, il faut un sacré mental. Après, il y a aussi une part de moi qui ne veut pas qu'il prenne sa retraite. C'est la question que j'allais te poser, ouais. Mais il faut aussi voir peut-être ce côté avec Honda. Est-ce qu'il va continuer avec Honda? Et ça semble un peu compliqué. Alors, il est engagé jusqu'en 2024 avec eux. Et ce qu'il dit, c'est qu'il veut c'est son plan A, il veut le conserver. Mais quand jeudi dernier, en conférence, il dit aux journalistes, à ce moment-là, ce n'était pas une erreur de signer. Certes, il se reprend après, parce qu'il a eu sa blessure, etc. Mais déjà, il y a ça. Le lendemain, en essai 2, il fait un gros doigt d'honneur à sa moto, parce qu'elle lui a fait une frayeur, mais ça sort comme ça. De plus en plus, il est de plus en plus frustré. À chaque fois, il va dans son camion se calmer. Il y a un moment donné, ça pèse sur le bonhomme. Et Marquez, de toute façon, en début de saison, il l'a dit. Si mon objectif, c'est de gagner, que ce soit avec Honda ou pas, il veut juste avoir une moto performante. Et puis c'est pas qu'un problème de perf, c'est un problème de sécurité, parce que là, visiblement, le nombre de chutes qu'il prend, effectivement, s'il a le bras ouvert tout le temps, à un moment donné, faut comprendre que ce soit lassant, quoi. Exactement. Il faudra peut-être qu'il prenne des cours de communication auprès de son ami Fernando Alonso, qui avait très très bien géré la gestion avec Honda. Il y a de ça quelques années. Franchement, entre un doigt à la moto et JB2 Engine. Oui, on est du même acabit. Généralement, au Japon, on n'aime pas trop. Hein. J'imagine au Japon qu'on n'aime pas trop. Merci Margot, c'était super cette chronique. Je me suis régalé en tout cas. Et j'espère que tu viendras nous donner les avancées. En tout cas, si jamais il y a un buzz et un départ de Marquez dans les semaines qui viennent du HRC. Je pense pas. Je pense pas quand même. Eh ben écoute, on a hâte de te retrouver. C'est quand le prochain Grand Prix moto GP? Cette semaine. Ça n'arrête jamais une moto. À Assen. D'accord. Assen, les Pays-Bas, bien évidemment. C'est l'un des circuits les plus vieux de l'histoire de la moto.
Voilà, tu vois. On a la culture dans cette émission, les amis. C'est génial. En plus, c'est l'un des meilleurs. C'est grâce à Margot, c'est parce qu'elle nous raconte bien sûr toujours de très très bonnes histoires. N'hésitez pas à donner de la force bien sûr à cette chronique, à commenter et à nous dire aussi également vous votre avis, ce que vous voulez voir Marc Marquez continuer, notamment chez Honda et notamment bien évidemment du côté de la MotoGP. Merci Brice, merci Hamza, merci Margot. La F1 et les pistonnés marquent 15 jours de pause et on se retrouve du côté de l'Autriche. Ce sera au Red Bull Ring, du côté de Spielberg. Voilà. Ouais. Non, ça c'est régalade. Ça, c'est génial. Ouais. Ça va être top. On va se régaler. Ça va être top. On sera pas sur place, mais on aura peut-être un envoyé spécial encore une fois. Franchement, il est partout. C'est délirant. Il est partout. On a une équipe d'envoyés spécial, c'est toujours le même, mais il fait un tour du monde. Salut les amis. N'oubliez pas de donner de la force à la First Team. On s'abonne. Et merci à Rizzo, qui était à la baguette de cette émission. C'est un honneur pour les pistonnés d'avoir un réel comme ça. Merci les amis. Ciao.